chargé de recherche à l'Observatoire de la diversité et des droits culturels à l'Université de Fribourg. Tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Dans le cadre de projet Diaspora interculturelle et démocratie, j'ai eu l'occasion d'observer et de travailler dans les quartiers de Fribourg comme Villars-Vert, Schönberg et le quartier du Jura, et aussi à Bergame et à Genève. Et dans ces quartiers, je me suis beaucoup occupée des espaces urbains et de l'inclusion des personnes, surtout migrantes, mais aussi autres, dans ces espaces urbains. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette expérience. Merci beaucoup. À votre gauche, Jacques Dubay. Vous êtes professeur à la chaire de droit constitutionnel à l'Université de Fribourg. Vous êtes aussi architecte. Vous n'œuvrez plus comme architecte à proprement parler, mais vous êtes spécialisé, si on peut le dire ainsi, en aménagement du territoire. C'est ça. Oui, je m'intéresse à la ville en tant que juriste, par le biais d'un domaine de droit qu'on appelle l'aménagement du territoire. Le questionnement d'aujourd'hui, dessine-moi une ville, m'intéresse en tant que publiciste, constitutionnaliste, en me posant la question, au fond, à qui revient-il de dessiner une ville? Quelle est la part de l'initiative privée? Quelle est la part des autorités publiques? Ça m'intéresse aussi sous l'angle de à quel point la ville est-elle encore un projet aujourd'hui, parce qu'on n'est pas en train de parler de ville idéale ou de ville théorique. La ville, c'est un projet permanent, mais disons, on travaille toujours sur de l'existant. Je crois que c'est Jean Nouvel qui disait faire de l'architecture, c'est prendre un petit bout du monde en réparation. Et quand on dessine une ville, au fond, on est toujours quand même en train de réparer quelque chose qui a déjà été fait d'une certaine manière. Le questionnement de ce soir, il m'intéresse aussi dans la dualité ville-campagne. Je pense que ça ne va pas de soi en Suisse de parler de ville. Je pense que les Suisses et peut-être particulièrement les Fribourgeois ne se pensent pas comme une population urbaine. Et il y a des enjeux là autour de construire de vraies villes avec une certaine densité, des villes qui se reconstruisent sur elles-mêmes plutôt qu'elles envahissent les campagnes, qu'elles périurbanisent les campagnes de morphologie qui sont pas vraiment urbaines. Et ça m'intéresse aussi dans la mesure où lorsqu'on organise l'espace sous la forme d'un urbanisme, on organise aussi les usages, donc on inclut plus ou moins de catégories de personnes. Et là, ben voilà, il faut aussi se poser la question de savoir jusqu'où l'État peut s'immiscer dans les comportements sociaux. Tout à l'heure, quelqu'un va prendre la parole qui est plasticien social, sculpteur social. Je suis très curieux de savoir ce que ça veut dire, parce que en tant que spécialiste du droit public, évidemment, si l'État entreprend de considérer le corps social comme quelque chose qu'on peut sculpter par le biais d'un projet urbain, ben, ça suscite des réflexions que je me réjouis de partager ce soir avec vous. Merci. Enrico Slongo, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes, pardon, je vous dis juste l'architecte de ville, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, architecte de ville et du coup chef du service urbanisme et d'architecture à la ville de Fribourg. Et puis vous présidez la fondation Culture du bâti suisse. Oui, c'est exact. D'ailleurs, un petit clin d'œil. On vient de publier un petit fascicule qui propose 5 thèses sur la question de qu'est-ce que c'est la culture du bâti aujourd'hui en lien avec la ville. Un colloque que nous avons organisé l'année passée au mois de novembre à l'EPF de Zurich. Et puis, si vous me permettez encore un deuxième clin d'œil, cette année, un colloque à Lausanne sur la question de culture du bâti dans l'existence. Je suis par ma fonction architecte de ville. Donc, évidemment, je représente l'autorité publique. Je travaille pour le conseil communal qui représente le peuple. Pour moi, c'est très important d'écouter et de transcrire ou de transposer les souhaits en projet, en procédure pour arriver à améliorer nos villes. Pour ça, j'ai un peu deux directions particulières dans mon service. C'est
l'urbanisme en tant que projet urbain qui commence avec les stratégies de la ville. Vous connaissez bien sûr tous les Fribourgeois la discussion autour du PAL. Vous connaissez peut-être certaines discussions autour de certains sites qui sont soumis à PAD, plan aménagement détail. Mais vous connaissez aussi l'inspectorat de la construction. Vous savez aussi qu'on a des projets d'espace public en ville de Fribourg, qu'on est en train d'attaquer les chantiers, si je pense au bourg, encore cette année, bientôt, mais aussi qui sont en phase de demande de permis de construire. Vous connaissez le projet de la gare. Mais j'ai aussi un autre chapeau, c'est celui de l'architecte de ville en tant que constructeur des bâtiments publics et de là, toutes les réflexions au niveau assainissement énergétique, question de ressources, question de marché public, question de qualité de construction, de culture du bâti finalement dans sa globalité en tant qu'architecte. Quand j'ai lu le titre de Rêver, j'étais peut-être dans une phase où j'ai un peu moins rêvé parce que, vous savez, cette année, on a quand même subi pas mal de questions au niveau climatique. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la question d'eau, même si je sais que les sources à Fribourg sont très bien, mais il commence à y avoir des communes qui n'ont plus d'eau. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce qu'on va affronter maintenant avec ce qu'ils appellent une crise énergétique. Je ne sais pas si vous avez déjà certainement lu ce que le Conseil fédéral est en train de préparer et qui nous demande de chauffer nos bureaux à 19 degrés. Enfin, on va affronter maintenant des questions qui sont qui font pas rêver. Et c'est pour ça que je trouve joli de se réunir ce soir. Et peut-être on arrive à la fin quand même encore un peu de rêver, mais c'est ce que j'aimerais dire, on est devant des questions absolument fondamentales qui touchent la société, l'avenir de notre société, l'avenir de notre comportement social vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis la sociologie, pour citer les 3 éléments principaux de développement durable. Merci beaucoup. À défaut de rêver, on pourrait parler d'imaginer alors une ville qui réponde aux défis actuels. Martine Beutler, c'est vous, le sculpteur social. Vous êtes aussi architecte et artiste. Enfin, je vous regarde en coin parce que sculpteur social, ce n'est pas un métier courant, pour le dire ainsi. Vous travaillez à Social et Plastique et vous nous venez de Berne. Voilà, merci d'être là. Bonsoir. Je m'intéresse énormément à l'humain. Pour moi, la ville, c'est quelque chose de plus fantastique que l'humain puisse faire. Et puis peut-être je parle moins de l'eau, du ravitaillement et du bâti, mais de la vie que des gens, des individus qui ont des rêves différents, qui ont des projets de vie différents, qui sont sportifs, qui boivent, qui fument, qui font du cheval et tout, qu'ils se mettent ensemble et puis on crée quelque chose de nouveau. On crée une ville comme Fribourg qui a une ambiance spéciale, Berne qui lui est assez semblable, hein, ville de Zering, mais qui a une toute autre ambiance. Et puis ça, je trouve fascinant. Et puis je trouve de rêver la ville, c'est très très joli parce que c'est quand on rêve, on essaye de l'accomplir, d'arriver, mais on n'arrivera jamais. Et puis chaque génération, chaque jour, on rêve une autre ville et puis on commence à y aller. Et puis je pense que c'est très très important. Merci beaucoup. Voici les experts ou chercheurs qui vous sont présentés. Et dès maintenant, je vous laisse directement la parole pour réagir à ce qui s'est dit, pour poser une première question, pour partager un élément, une vision de la ville que vous avez. Le temps, on a jusqu'à 19h30 ensemble. Le temps après devient serré vers la fin, donc n'hésitez pas à vous lancer ou à proposer une remarque ou une question. En attendant, je rebondis peut-être sur un élément que vous avez soulevé, Monsieur Slongo, la question de l'été qu'on a passé, de l'hiver vers lequel on va.
Est-ce qu'on a une autocritique en termes de construction de villes à tirer déjà, d'avoir des villes qui ne répondent pas assez à des défis qui deviennent trop actuels? Autocritique, oui. Je pense ce sujet, notre crise climatique, c'est pas quelque chose de cet été. Moi-même, je suis fils d'un météorologue et puis mon père, il me raconte ça depuis 30 ans. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Mais ce qui est grave, ce qui devient grave, c'est on va commencer à subir de ces crises climatiques. Et je pense qu'il y a encore aussi en ville de Fribourg, maintenant si je pense à nos biens, à nos bâtiments, on est en train, mais on est aussi en train de proposer au conseil communal tout un avancement et un planning sur l'assainissement de nos bâtiments. Un assainissement qui est pour certaines urgent pour répondre à ces exigences énergétiques auxquelles on devrait se confronter. Mais pour revenir à la ville et au quartier, je pense et j'espère, il y a peut-être aussi quelques maîtres d'ouvrage ou quelques propriétaires ici de bâtiments. Je pense qu'on doit tous entamer ce chemin et aller en avant par rapport à des assainissements qui sont urgents. Et là, il y a encore un très 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 grand potentiel. Maintenant, évidemment, vous connaissez les chiffres, et puis peut-être les chercheurs puissent mieux citer les chiffres, mais en Suisse, on a encore un énorme rattrapage à faire. Par rapport à l'aménagement du territoire, je ne sais pas si M. Dubet, sur la loi sur l'aménagement du territoire, comment est-ce que quand elle a été, la dernière révision, quand elle a été pensée il y a quoi, 6 ou 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, et comment elle a intégré déjà ces questions aujourd'hui qui sont saillantes? On parle de canicule ou de pénurie potentielle d'énergie. Est-ce que c'est des réflexions qui étaient intégrées? Alors, la question du réchauffement climatique n'était pas au centre de cette réforme. Pourtant, il y avait quand même l'idée d'un monde fini, puisque cette réforme visait à limiter la consommation de sol par personne, consommation qui prend bêtement la forme de classement en zone à bâtir. Mais il y avait quand même des préoccupations liées à l'environnement, et plus particulièrement au transport, puisque cette révision visait à mieux articuler la planification du territoire, les plans de zone, et la planification des transports, avec des exigences plus fortes que M. Slongo pourrait décrire beaucoup mieux que moi, en termes de desserte en transport en commun pour obtenir une zone à bâtir de telle ou telle densité. Désormais, la possibilité d'accroître la zone à bâtir est très fortement corrélée avec des exigences en termes de qualité de desserte et même de fréquence. Le mot m'échappe. De cadence. De cadence de bus. Merci. Vous n'hésitez pas, si vous voulez réagir, merci monsieur, à faire, et même si c'est pendant une réponse, vous pouvez faire un petit clin d'œil à Farida qui vous amène un micro pour que vous puissiez amener votre réflexion. De loin pas un spécialiste, j'habite une ville, j'habite à la campagne. Ça me surprend, on fait un constat de choses qu'on savait, et on sait qu'il y a déjà des villes qui ont l'air d'avoir mis en place des éléments pour vivre autrement dans la ville. Moi, je voulais savoir, au-delà du constat, est-ce qu'il y a de la recherche pour se projeter dans les 5, 10, 15, 20 ans? Parce qu'on sait, il semblerait que cette notion climatique va perdurer. Donc, il y a des essais dans d'autres villes, comme Freiburg, comme pour avoir fréquenté Copenhague, où il y a un aménagement de la ville qui a été réfléchi bien avant. Et j'aime beaucoup quand vous dites c'est à reconstruire. C'est pas à réinventer, elle est là, la ville. Est-ce qu'il y a de la recherche concrète qui se fait avec des projections à moyen, quand je dis moyen terme, c'est 5-10 ans. Puis quand on parle de long terme, c'est si on y arrivera, une cinquantaine d'années, quoi. Est-ce qu'il y a de la recherche fondamentale qui se fait sur ces questions-là, au lieu d'en faire un constat et d'agir dans l'urgence, quoi? Merci beaucoup. Qui c'est qui veut commencer? Monsieur Songo? Oui. On constate, c'est vrai, mais ça c'est aussi important. Il faut analyser, il faut comprendre
Donc le constat, c'est un moment, je trouve, qui est très très sérieux, parce que de là, on peut prendre des mesures. Et quand maintenant on prend Fribourg, ou la ville où on vit, évidemment, nous avons intégré dans notre procédure de PAL, donc qui a commencé avec la première enquête publique en 2018, nous avons intégré tout un futur comportement et une thématique qui est celle, par exemple, du plan directeur sur l'énergie, donc qui est très très exigeant, parce que la ville a carrément, à quelques exceptions près, interdit les futurs chauffages à mazout, par exemple. Donc c'est quelque chose de très concret. En même temps, mes collègues ingénieurs de ville et les responsables installent un chauffage à distance, le CAT, quelque chose qui avance à grands pas, qui permet de chauffer dans l'avenir une grande partie des quartiers avec l'énergie ou la chaleur issue de l'énergie renouvelable. Je sais que ce n'est aujourd'hui pas encore tout à fait le cas, mais à terme, ça va être le cas. Aussi quelque chose qu'on a introduit dans le PAL, c'est toute la volée programme nature et paysage, toute la question de la biodiversité. Le conseil communal, il s'est aussi lancé dans cette discussion-là, mais ces questions de plan directeur et ces questions finalement de règlement de loi et plan de zone, il y a toujours une très grande inertie. Et c'est ça qui est un peu triste dans l'histoire. On a plein de bonnes idées, on est lancé sur des thèmes, on a fait des recherches, on connaît les mesures, on les met en place, mais ça prend du temps. Et pourquoi ça prend du temps? Parce que les propriétaires privés sont la propriété privée, das Eigentum en Suisse est toujours fortement protégé. Donc il faut aussi, par des programmes d'initiation, par des programmes de communication, stimuler les propriétaires à ce qu'ils entament eux-mêmes aussi, qu'ils commencent à entamer eux-mêmes aussi des initiatives pour avancer dans cette direction. Donc je pense que nous avons une double tâche, celle qui prépare le terrain, bien sûr, à la demande de la politique. Ça, il ne faut pas non plus oublier. Il y a toujours aussi un débat politique. Et une fois la politique a décidé, on prépare le terrain. Et puis après, il y a aussi cette autre tâche qui est celle de stimuler, être exemplaire, essayer de proposer et d'aller ensemble. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce point? Jacques Dubet. Bon, moi je peux parler que de la recherche en droit, ce qui est peut-être pas ce que vous aviez en tête, monsieur. Mais disons, à l'Université de Fribourg, vous avez par exemple le Smarting Lab, qui est un joint venture entre l'université et le PFL. Depuis des années, au fond, le paradigme, c'est comment on crée désormais de l'habitat durable. Donc oui, il y a de la recherche fondamentale. Les facultés d'architecture, d'ingénierie civile, de sciences de l'environnement sont totalement désormais dirigées vers ce nouveau paradigme de construction. Et ça s'observe aussi dans l'industrie de la construction. Désormais, les choix constructifs sont surdéterminés par des labels de construction durable de type SNBS, avec vous connaissez ça apparemment, avec des critères qui sont extrêmement précis. Donc les décisions architecturales, désormais, en réalité, sont des décisions d'ingénierie et plus précisément des décisions de climatologues, enfin qui visent à l'hygiène du climat. Pour ce qui est du droit, bon, oui, c'est vrai, il y a la propriété privée, mais il y a beaucoup de recherches qui sont menées à tous égards sur comment on régit un monde dans lequel les ressources sont désormais finies, en péril. On a mentionné le sol, mais le CO2, les eaux, etc.
Mais au bout du bout, le droit, ça finit par des projets législatifs, hein. Et il faut rappeler que dans ce canton, une nouvelle loi sur l'énergie a échoué à cause du sort qu'on réservait aux anciens chauffages électriques. On trouvait le changement, il y a quelques années, le changement trop brusque pour qu'on puisse se permettre ça. Je rappelle aussi le sort réservé à la loi sur le CO2 au niveau fédéral. Mais il y a aussi des signes encourageants. Typiquement, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire a été modifiée il y a quelques années pour faciliter l'installation de panneaux solaires, en dispensant les panneaux solaires, à moins qu'il y ait des enjeux de patrimoine, de toute autorisation. Il suffit de notifier à l'autorité, dans certaines conditions, qu'on installe des panneaux solaires. Il y a aussi une jurisprudence du tribunal fédéral désormais assez incisive en matière d'éoliennes, qui veut vraiment que ces installations puissent aboutir, même si ça a été long dans le cas de Sainte-Croix, mais où on est très peu exigeant sur le rendement de ces installations pour les permettre. Donc désormais, on va vers de grands sacrifices du point de vue du paysage, pour de petits bénéfices du point de vue de l'énergie, mais bon, on en est là et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est là où j'aimerais, en tant que président de la Fondation Culture de Bâtir, mettre un mot. C'est exactement ça qui me fait un peu de souci. Oui, il faut aller, bien sûr, vers une énergie renouvelable, mais actuellement, ce qui se passe à Berne, sous la coupole fédérale, c'est qu'il y a une urgence, il y a aussi beaucoup d'argent, et il y a une promotion qui va au détriment de beaucoup de questions d'autres qui ont été jusqu'à présent admis. Je pense à la protection du paysage, je pense à la protection du patrimoine, je pense à des questions de l'aménagement du territoire aussi. Et c'est là où cette question de la culture du bâti, elle essaye de proposer une vue, une approche d'ensemble pour faire des pesées d'intérêt entre un thème et un autre thème. Ce qui se passe actuellement à Berne, c'est on va droit dans une direction, mais on laisse un peu tomber tout ce qu'on avait jusqu'à présent gagné dans d'autres thèmes. Et alors, un exemple, imaginez, on décore la face nord du Eiger. Non, ce n'est pas un bon exemple parce que c'est la face nord, mais on met partout des panneaux solaires. Non, je veux dire, le paysage, il change complètement. Et c'est ça actuellement le débat. Il y a des surfaces de montagne ou des collines qui devraient être couvertes de panneaux solaires. J'étais moi-même, par hasard, cet été aux États-Unis. Là, il y a la place, au Nevada, de la désert du Nevada, vous avez des champs gigantesques de panneaux solaires. Mais en Suisse, on est dans un petit pays. Et ça me pose quelques questions. Merci. Peut-être encore Martine Beutler, puis après on va vous écouter, pardon. Oui, parce que je me réjouissais beaucoup de ce qu'il dit. On se taquine. Normalement, lui, c'est le hardware de la ville, et moi, c'est plutôt le software, c'est l'humain qui va. Et puis, je pense que la ville, la vieille ville, comme on la connaît, elle n'a jamais été construite finie. Elle a toujours évolué. Hein. Quand on travaille dans une maison de la vieille ville, on voit des étapes. On voit les charpentiers qui inscrivent leur nom et l'année, puis on voit comment ça croît, ça descend, ça s'élargit. Il y avait les ateliers au rez-de-chaussée où les gens bossaient, et puis après, il y a eu des fabriques. On n'a plus travaillé, puis ce sont devenus des magasins. Maintenant, il n'y a plus de magasins, il faut trouver autre chose. Je pense qu'il faut oser aussi voir la ville comme un organisme résilient. Il saura digérer, il saura porter des panneaux solaires et puis il saura s'en débarrasser quand il n'y a plus besoin, je pense. Merci. S'il vous plaît. Justement, à propos de la propriété privée des panneaux solaires, une question pour vous, Monsieur Slongo, peut-être. Pardon.
Comment appréhendez-vous le projet du Conseil fédéral d'obliger les propriétaires privés d'équiper leurs bâtiments, même existants, avec des panneaux solaires, en dehors de toute nouvelle construction ou de modification notable? Vous disiez que c'était difficile de les convaincre, d'essayer d'orienter des comportements. Comment, en tant qu'architecte de ville, vous voyez concrètement comment vous allez faire? Vous savez, moi, j'ai rien contre les. On est clair, hein, moi, j'ai rien contre les panneaux photovoltaïques. Moi, j'ai juste un souci, c'est qu'il y a des panneaux photovoltaïques qui s'intègrent dans un projet. Alors, je sais que les producteurs de tuiles, ils arrivent aujourd'hui à intégrer dans la tuile les capteurs pour produire l'électricité. Donc, c'est des tuiles à panneaux photovoltaïques, si vous voulez. Donc, le toit, il ne change pas beaucoup. Il sera toujours un toit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si tous les propriétaires ici et ailleurs commencent à aller chez Obi ou Bauhaus pour acheter leurs petits panneaux solaires qu'ils mettent un peu bricolés eux-mêmes sur la façade ou sur une fenêtre ou sur un toit, je doute très fort sur l'efficacité. Je doute très fort sur l'efficacité. Et je doute aussi qu'une ville va absorber ce genre de horreur, parce que ça va défigurer notre ville. Et c'est là où je trouve que, oui, le Conseil fédéral doit, au niveau fédéral, pousser à l'énergie renouvelable, mais peut-être le panneau photovoltaïque, c'est une solution, et la pompe à chaleur, c'est une autre. Ou le panneau photovoltaïque, c'est une très bonne solution sur un toit qui est grand comme celui de la... Voilà, qu'est-ce que je peux dire, la patinoire. Et chaque propriétaire qui n'a qu'un petit toit où il y a déjà des cheminées et des antennes et des ventilateurs qui sortent, ben, il peut acheter une partie de ce panneau collectif, on va l'appeler, hein, sur le toit de la patinoire et contribuer ainsi à une amélioration de son bilan thermique. Et là, je vous assure, en ville de Fribourg, il y a encore des centaines de mètres carrés de toits qui ne sont pas du tout occupés avec des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est ça qui manque. Et puis, j'aimerais entendre le juriste, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que si je fais cette proposition au niveau communal, on me dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le droit supérieur, cantonal, constitutionnel, ne le permet pas. Alors, j'appelle à Berne et puis je dis, préparez aussi le terrain au niveau du droit pour que ce genre de solutions sont possibles. J'ai juste? Ah. Merci. Madame, on vous écoute. Et puis, monsieur Affront vient vers vous. Je vous ai vu. Merci. Alors, merci pour ces exposés déjà. On apprend déjà plein de choses. Je voulais revenir sur la question de la culture du bâti et puis les chamboulements qu'elle a vécu, notamment quand il y a le barrage de Recense qui a été construit pour des questions énergétiques. Alors certes qu'à l'époque, ça a créé des moments très douloureux pour ces familles qui ont été expropriées, etc. Je rebondis sur la question de la pesée des intérêts. Les intérêts peuvent changer, peuvent évoluer. Il y avait notamment eu la question qui avait été soulevée par M. Stéphane Genoux lors d'une de ses interventions télévisées par rapport à la biomasse. Il y avait une construction du côté de Fribourg à Pensier qui a été annulée. En fait, on n'a pas donné suite parce que la construction qui aurait pu produire de l'énergie était à proximité d'un bâtiment protégé. Alors, ceux qui connaissent mieux le dossier que moi pourront peut-être s'exprimer là-dessus. Et puis, j'aimerais aussi sortir de ma naïveté, en fait, grâce à vous, pour savoir un petit peu pourquoi, par exemple, des îlots de chaleur, comme il y a du côté d'Équilibre,
pourrait pas être un petit peu plus arborisé ou comme ça. Je pense notamment à celui-ci parce que j'habite tout près. Et puis je sens vraiment la chaleur, particulièrement cet été. Merci. Merci beaucoup. On peut débuter par la fin la question des îlots de chaleur notamment. Je regarde l'architecte de ville, mais... Alors, l'îlot de chaleur, oui, c'est une thématique qui fait partie aujourd'hui de notre débat sur la ville, parce qu'il y a un changement climatique. Et quelle est la réponse? La réponse est que le souterrain est aussi occupé. Quand vous traversez une route, un espace public, vous n'imaginez pas le nombre de gaines et de tuyaux qu'il y a dans les rues qui amènent ou qui portent tout plein de sortes d'infrastructures qui permettent que nos bâtiments fonctionnent. Et la grande discussion que je dois mener avec mon service et le service de mon collègue ingénieur de ville, c'est que où est-ce qu'on trouve la place pour planter des arbres? Parce que les arbres, ils ont besoin aussi d'une certaine place pour les racines. Et normalement, vous pouvez dire, c'est peut-être un raccourci, hein, même pour la couronne, c'est aussi le volume en racines. Peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il faut une fosse de plantation en conséquent pour que l'arbre puisse vivre. Et ces fosses de plantation sont aujourd'hui difficiles à trouver. Alors, on peut les exiger dans des projets de requalification d'espaces publics. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Notre projet de gare, on plante beaucoup plus d'arbres qu'il y a aujourd'hui dans le même périmètre. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on déplace dans le souterrain des gaines, et ça a des prix assez conséquents. Donc, oui, l'îlot de chaleur, c'est quelque chose de très important. Mais... Pardon, juste de rebondir, vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais comment expliquer comment la construction d'équilibre, pas c'était, je pense, à ce moment-là, qui aurait pu être intégrée, ce n'était pas une réflexion, c'était dans un rapport d'intérêt ou d'un rapport de force qui ne permettait pas de planter suffisamment d'arbres ou les arbres qui pourraient être bienvenus aujourd'hui. Je fais juste le rebond avec le pôle muséal à Lausanne, qui a aussi beaucoup été critiqué, hein, tout récemment, plateforme 10, tout récemment inaugurée, où on a dit on a créé un îlot de chaleur au cœur de Lausanne. Mais cette thématique, elle est très actuelle maintenant. On parle aujourd'hui de îlot de chaleur. Il y a peut-être 7-10 ans, c'était beaucoup moins le thème. Et ces projets, des fois, qui sont relativement âgés déjà, hein, 10 ans, c'est déjà beaucoup. Hein, le monde a beaucoup vite évolué, la société a vite évolué. À l'époque, ce n'était pas un thème. Et qu'est-ce qu'on a fait à l'équilibre? Il y a 10 salles de cinéma au souterrain. Il n'y a plus la place pour planter un arbre. C'est ça la difficulté. Et qu'est-ce que fait la ville? Elle essaye d'apporter quelques arbres mobiles dans des bacs à planter pour des arbres. Ça apporte un petit peu, mais vous voyez ces arbres, ça fait un petit bosquet, mais ça ne remplace pas un grand arbre qui a une qualité d'un arbre bien planté dans le sol. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît. J'avais une petite question. Dans l'élaboration de politique publique, souvent on distingue en termes d'instruments, d'outils politiques pour induire un changement de comportement chez les personnes entre les mesures dites, c'est un peu le bâton et la carotte, genre des mesures un peu plus incitatives, et il y a des mesures un peu plus contraignantes. Et en tout cas, j'ai l'impression que ces dernières années, on a un peu plus misé sur les mesures incitatives, parce que c'est évidemment pour de nombreuses raisons, c'est quand même beaucoup plus facile d'obtenir la participation volontaire des citoyens. Peut-être que ces dernières années, ça a un peu changé en termes de mobilité. Par exemple, à Fribourg, il y a des zones auxquelles on ne peut plus accéder avec la voiture. Est-ce que on a
parce qu'on n'a peut-être pas eu tendance à trop privilégier les mesures incitatives, et est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas meilleur d'utiliser un peu plus de contraintes, en fait, pour obtenir, enfin, pour avoir une ville encore plus durable, en fait. Merci beaucoup. Peut-être on peut commencer avec vous, Martine Beutler, le sculpteur social, plutôt évidemment de laisser le choix aux gens. Au bout d'un moment, ça a ses limites parce que les gens choisissent peut-être pas toujours dans un intérêt commun. Oui, j'ai travaillé sur la vieille ville de Fribourg avec le réseau Vieille Ville. Je connais bien cette problématique de la circulation ou non-circulation à certains endroits. Et je pense, je reviendrai au rêve dont on a parlé avant. En fait, peut-être on a loupé un peu l'occasion de créer le rêve dans la vieille ville de Fribourg, de ce qui pourrait se passer avec cet espace. De dire de ne pas avoir de bagnole, ce n'est pas un rêve, c'est une mesure. Mais une mesure pourquoi que ces rues, ces ruelles pourraient être appropriées par les habitants. On peut mettre des bancs, on peut prendre l'apéro, on peut laisser jouer les gamins, on peut faire des choses comme ça. Puis ça, c'est le rêve où je dis après, on peut venir avec le bâton. Et puis dire maintenant, pour que ce rêve puisse se réaliser, maintenant, on fait ce pas. C'est peut-être ça que je pense qu'une mesure qu'on prenne, il faudrait qu'il y ait un rêve derrière, une qualité de vie qui augmente, qu'on puisse le faire, un échange. Une société qui puisse se former de nouveau, pas sur Facebook, mais peut-être dans la rue. Un groupe rue, pas groupe Facebook, comme ça. Merci. Sur la question des incitations et des moments où peut-être il faut contraindre, comment vous voyez cette dialectique ? En tout cas, en aménagement du territoire, c'est un mouvement auquel on a effectivement assisté, parce que la révision dont il a été question tout à l'heure a conduit en particulier à l'introduction dans le droit fédéral de l'obligation faite au canton d'éventuellement obliger les gens à construire à un certain endroit pour éviter que la demande de surface s'exprime ailleurs, en des endroits moins bien desservis par les transports publics, et donc avec un accroissement de la population, de la pollution, etc. Et ça va à l'encontre de convictions très, très affirmées de ce qu'est être propriétaire, de dire si tu veux être propriétaire au centre-ville alors qu'il y a une gare et une cadence de X, alors tu dois construire à l'échéance de 5 ans sous peine que je t'exproprie et puis que je fasse construire quelqu'un d'autre à ta place. Et je pense qu'avec la crise climatique, j'espère qu'avec la crise climatique, et j'espère sans trop de catastrophes naturelles, sociales et historiques associées, on se rend compte que la pondération des intérêts entre les libertés toutes, pas seulement celles des propriétaires, et les intérêts publics qui sont en jeu, justifie peut-être désormais l'introduction d'instruments plus contraignants. Mais à ce stade, j'aimerais dire que la ville est certainement un aspect de la crise climatique, mais qu'il y a d'autres mythologies en jeu, et outre celle du propriétaire foncier, il y a celle de l'automobiliste. Et l'humain que monsieur évoquait tout à l'heure, en ville, très souvent, c'est un automobiliste. Et si vous observez les comportements en particulier sur les routes pénétrantes de Fribourg, quelle que soit la direction cardinale le matin et le soir, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et là, je suis curieux de voir quels instruments contraignants on est prêt et on est capable, en démocratie directe, d'introduire. Pour ce qui est de la ville et de la contribution de la ville à l'amélioration de la crise climatique, il faut aussi dire qu'on a affaire à quelque chose qui présente une inertie énorme. Suite au choc pétrolier de 1973, on a pu isoler les maisons assez rapidement, mais que la question du climat nous confronte à des défis infiniment plus complexes, et des opérations immobilières comme Europa Alley à Zurich, qui est un des grands trucs qui a guidé la réflexion, je pense au haut contrôle, M. Songo, qui a guidé la réflexion urbanistique pendant des décennies. Comment on construit un bout de ville
je ne sais pas si vous situez le projet, les CFF Immobilier étaient là propriétaires d'une immense langue de terrain qui permettait de construire un bout de ville en tant que tel. Bon, ben, cet été, qu'est-ce qu'on a appris? C'est un immense îlot de chaleur. Alors on avait pensé à tout, mais pas vraiment à ça, quoi. Et aux Plaines du Loup à Lausanne, qui est aussi une magnifique opération immobilière où on a pensé à l'intégration sociale, à la mixité sociale, où on a divisé le parc immobilier entre PPE, locatif subventionné, locatif appartenant à la ville, à des fondations, des coopératives. Enfin, on a été très très loin dans ce qu'une municipalité de gauche peut faire lorsqu'elle construit un bout de ville à la place de 9 terrains de foot, ou 13, je ne sais plus. Eh bien, du point de vue de l'ingénierie de l'environnement, c'est un projet qui arrive maintenant à terme, hein, mais qui est probablement déjà dépassé par rapport au paradigme dans lequel on s'est trouvé depuis cet été. Donc les processus constructifs sont longs par définition, ils sont rendus longs par les processus délibératifs qui les précèdent, par les procédures d'autorisation de construire qui, heureusement, intègrent l'ensemble des intérêts concernés sous la forme d'opposition. Et ça rend la ville peut-être pas l'acteur, la planification urbaine peut-être pas l'actrice la plus réactive pour faire face à l'urgence climatique. Jacques Dubet, vous parliez justement de la mixité sociale. Peut-être sur ce point, Greta Baliou, comment vous voyez la considération encore? On parle beaucoup, on le voit ce soir, hein, beaucoup de la canicule et de l'énergie. Les gens qui vivent dans cette ville, ils vont être impactés aussi, qu'ils soient tous réunis autour d'une gare à terme, plus vraiment une ville individuelle, c'est à voir, ceci. Mais comment ça s'observe, les contacts entre les gens qui vivent dans une ville et puis les espaces qu'ils ont pour vivre ensemble? Je dirais dans le cadre de ces crises multiples, mais aussi des objectifs de l'agenda 2030, on est en face des objectifs communs, donc aussi d'une certaine inclusion dans l'espace urbain. Donc, est-ce que, avec l'exclusion, on sait très bien que pas tout le monde participe à ces défis ou à ces intérêts du développement durable, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait que tout le monde soit plus impliqué, soit plus responsable par rapport à ça? Est-ce qu'il faudra peut-être déjà penser qu'à certaines personnes, ils se sentent même pas inclus en fait dans cette. Quand je dis espace commun ou espace urbain, c'est aussi une question comment j'approprie cet espace, comment une ville m'appartient et comment je pourrais faire en sorte pour prendre soin de ce lieu. Donc, on a une partie de la population peut-être qui n'est pas encore là, qui ne prend pas compte de ça. Et il faudra peut-être, et dans ces objectifs, un des objectifs de l'agenda 2030, c'est aussi de pouvoir penser à des espaces urbains inclusifs où chacun se sent part en fait, de ce développement durable. Merci. Oui, et on va vous écouter. Pour continuer sur la question sociale, vu qu'on sait que les villes maintenant, je pense principalement à Lausanne, mais Fribourg aussi, brassent de plus en plus de diversité de gens, que ce soit au niveau des zones d'origine, simplement à Fribourg, on est une ville bilingue, la langue, que ce soit au niveau des classes sociales, etc. Je voulais savoir peut-être, Madame Bayou, selon votre expérience, quelle est la part de responsabilité des autorités au niveau de l'aménagement du territoire pour faire que tout le monde puisse trouver sa place dans sa ville et avoir une dynamique de quartier, comme vous le souleviez tout à l'heure? Et quelle est la part aussi d'initiatives personnelles qu'on peut voir à Fribourg, des quartiers qui se manifestent, qui font des lieux qui reprennent un peu possession? Quelle est la part entre le citoyen et les autorités, selon vous? Il y a un lien, une connexion entre la forme et les expériences. Donc, il me semble que il y a déjà beaucoup de changements par rapport à comment en fait, on s'inclut dans l'espace commun, dans un espace urbain, de la part des citoyens. Mais il y a aussi beaucoup de mouvements de la part de la ville. Par exemple, il y a un chargé de la diversité, il y a un chargé pour les personnes âgées, pour qu'ils vivent ou ils habitent un peu plus les espaces urbains. Oui, tout à fait, il y a une question architecturale
dans l'accès en fait à certains espaces, l'accès à certains parcs, l'organisation des activités communes, la création parfois des centres dans les quartiers, parce qu'on voit très bien qu'il y a des quartiers qui manquent en fait un centre commun qui permet en fait cette inclusion. Donc je pense que c'est un peu tout. Il y a le citoyen responsable et qui a envie d'approprier les lieux. Il y a les politiques et puis tous ces engagements de la part de l'aménagement du territoire qui créent en fait ces lieux physiques pour pouvoir inclure les personnes. Oui, Jacques Dubé. Oui, peut-être en complément et dans le prolongement de ce que Mme Bayou vient de dire, ça concerne également les espaces privés, en tout cas dans les cantons urbains. J'entends par là Vaud et Genève. Vous avez des dispositifs légaux qui assurent, par exemple, en cas de rénovation ou de transformation d'un immeuble, que les logements produits nouvellement restent accessibles à certaines catégories de personnes. Et on va interdire une rénovation qui aura pour conséquence que la personne retraitée qui vivait là, en bord de lac, à Vevey, ne puisse plus s'y loger et donc soit rejetée ailleurs dans une autre portion du territoire avec une perte de la diversité sociale à cet endroit. Et à Genève, on va plus loin. Il faut dire qu'on a des enjeux urbanistiques plus importants puisque vous avez des zones de développement dans lesquelles une autorité administrative vérifie votre plan financier, vérifie quel argent vous allez investir dans la construction de nouveaux logements pour voir à quel rendement vous avez droit pour assurer que les logements en question soient accessibles à telle ou telle catégorie de personnes. Donc il y a quand même un peu une espèce d'ingénierie sociale qui consiste à dire on ne veut pas que tel quartier se transforme de telle manière que ça devienne trop homogène du point de vue social. À l'inverse, vous avez des villages, des communes qui jusqu'à assez récemment pratiquaient la gated community, c'est-à-dire que si vous créez des parcelles de 1000 m² avec un certain prix au mètre carré, vous êtes sûr que seuls les contribuables de tel ou tel niveau de revenus vont venir chez vous. Et c'est exactement ce qu'on veut dans certaines communes. Donc oui, l'aménagement, la construction a un effet sur la composition sociale au sens géographique du terme, mais il y a des dispositifs légaux plus ou moins importants. À ma connaissance, ça n'existe pas à Fribourg, qui essayent de préserver une certaine diversité, plutôt que de gentrifier typiquement la vieille ville en la vidant de ses habitants traditionnels. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Pour rester un peu sur le même sujet, on a parlé de à qui appartenait la ville. Et puis je réfléchissais aussi aux rues et aux personnes qui peuvent occuper, enfin qui se sentent d'occuper la rue plus ou moins lentement. Et je me posais la question de comment on fait pour que les rues d'une ville idéale soient safe, accessibles à tout le monde et comment on peut mettre ça en place. Merci. Rendre les rues accessibles à toutes et tous. Oui, on peut peut-être citer un exemple à Fribourg qui marchait très très bien. Nous avons commencé à introduire des formes de participation au développement du projet. Et puis ça, nous avons expérimenté avec la modeste petite rue qui s'appelle la rue Pierre-Eby. Et nous avons invité tous les voisins, tous les propriétaires qui sont le long de cette rue, mais aussi ceux qui ont un commerce. Et nous avons, avec l'aide d'un bureau qui nous a accompagnés dans cette thématique, fait une démarche participative où on a justement posé la question au début, sans dessin, sans projet, sans parler de place de stationnement, mais de qu'est-ce que c'est votre rue. Comment vous voulez la vivre, comment vous la vivez aujourd'hui, etc. Et en 4 ateliers, les propriétaires, les familles qui habitaient ce coin, les locataires, etc., ils se sont trouvés autour d'un projet
qui a été développé selon l'attitude ou selon la volonté majoritaire, on va dire, de cette communauté qui vit autour de cet espace public. Et je pense que c'était en tout cas une expérience qui était, des fois ça frottait, hein, ça discutait très fort, mais à la fin, il y avait une seule opposition sur le permis de construire. Et nous avons pu discuter avec l'opposant, il a retiré son opposition. Donc, je pense ça peut, pas toujours, hein, mais ça peut être une solution pour que les gens participent à l'élaboration d'un projet. Mais le périmètre, il doit être bien défini et la manière de comment ils participent, dans quel cadre ils participent, doit aussi être très bien défini. Pour qu'on ne tue pas les rêves, c'est ça qui est important. Parce que quelqu'un qui dit j'habite à la rue Pierre-Héby, j'aimerais qu'il y ait une forêt, c'est pas possible. On est dans un patrimoine historique. C'est pour ça qu'il faut très très bien définir le cadre dans lequel il peut participer, mais après c'est très joyeux et c'était très bénéficiaire. Actuellement, on fait la même procédure à Fribourg pour la place Vignetta d'Aller. Pour ceux qui connaissent, c'est une place avec un parking, avec un ancien terrain de multisport et un ancien kiosque. Et on va aménager ça pour les riverains, also pour le quartier. Et là, le rôle des associations de quartier joue aussi un rôle important parce qu'ils ont encore cette possibilité de distribuer le message plus loin et avec leur fonctionnement d'association de quartier aussi de discuter ces projets au sein de leur association. Oui, je pense qu'il y a des formes de participation qui sont aujourd'hui très actuelles et qu'il faut exploiter. Ouais. Martin Wettler. Ouais, super, c'est excellent. J'ai d'abord voulu réagir déjà quand on a parlé de citoyens. Et puis là, je trouve un exemple de mobiliser le citoyen et puis de laisser s'endormir le consommateur un peu. Hein. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens se sentent plutôt victimes, mais consommateurs. Hein. Et puis commandent des services de la rue, de la ville, hein, et puis Amazon l'apporte, etc. Mais de prendre la responsabilité, de s'engager, de se frotter à l'autre, hein, de perdre peut-être son rêve, hein, de dire ok, pas de forêt, j'irai ailleurs chercher une forêt, il y en a. Hein, ouais. Je trouve c'est formateur de ville comme j'en parlais au début, hein, de gens responsables, citoyens, et puis là on est aussi ce que vous avez dit, hein, de l'inclusion. On regarde après ce qui se passe dans sa rue. On ne laisse pas engueuler quelqu'un d'autre comme ça dit. Pas chez nous comme ça. Hein. Il y a une culture qui s'installe. Mais pour rebondir sur la question, il y avait une thématique de genre. Vous voulez préciser? On vous amène le micro. Merci. Oui, il y a aussi la question de, j'ai dit safe, c'est le mot comment est-ce que, par exemple, on voit que beaucoup de personnes qui restent dans l'espace public et qui s'y sentent bien, c'est beaucoup des hommes. Et comment, alors là, je prends juste le prisme de genre, mais il n'y a bien sûr pas que celui-là. Mais comment on peut faire à ce niveau-là? Pour que toutes et tous se sentent bien dans l'espace public et dans les rues. Je pense une des possibilités, bien avec ce que j'ai constaté pendant ma recherche, c'était que beaucoup de personnes, par exemple, j'ai pu faire des interviews avec des personnes migrantes de première génération, plutôt italiennes, d'origine italienne et espagnole, dans le quartier de Jura, qui me disaient, mais nous, notre espace public, c'était le travail. Donc, le lieu où on rencontrait des autres, c'était le travail. Et ensuite, c'était chez nous. On était venus ici pour travailler. Et le parc, par exemple, qui est juste à côté de leurs appartements, ça ne nous appartenait pas.
Et donc, je prends cet exemple parce que ce monsieur, il me dit, mais je ne sais pas si j'ai la légitimité de pouvoir participer, aller, rester un moment. J'ai l'impression que ce n'est pas mon parc, ou ce n'est pas un parc. Je pourrais encore aller à l'association du quartier, mais plutôt l'association italienne ou espagnole, mais je ne me permets pas vraiment d'aller au parc comme ça. Et donc, cette expérience, je pense qu'est valable aussi pour d'autres choses par rapport aussi à des personnes handicap. Est-ce qu'il y a vraiment une structure pour qu'ils participent à un lieu public? Par rapport aux femmes, est-ce qu'on on met en place assez je dirais, accessibilité ou une réelle participation pour ces personnes pour qu'ils se sentent de plus en plus présentes? Est-ce qu'il y a assez de noms de femmes dans la rue? Donc là, il y a eu quand même un travail qui a été fait. Il y a plusieurs de ces questions qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, avec les objectifs de l'agenda 2030, reviennent et qu'on y pense. Donc la question du genre, c'en est un, mais aussi d'autres personnes. Il faut aussi penser à des personnes LGBT ou autres. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour qu'ils prennent, ils approprient l'espace public et ils se disent, j'ai une place ici et je me permets de prendre la parole en public. Pour Smith, c'était une des capacités les plus fortes en fait que l'humain développe, qu'il prenne aussi cet acte démocratique de se présenter dans un lieu qui est public. Merci. Je suis navré de changer de sujet, je passe un peu du coq à l'âne, mais étant donné que j'ai le micro, je continue, mais j'espère que quelqu'un reviendra sur la thématique que vous venez d'aborder, que je trouve passionnante. Moi, ma question elle était d'ordre plus fédéraliste, si je peux dire. J'habite Fribourg, je travaille à Lausanne, je suis de Genève à la base, et j'ai été à Zurich cet été, et je me suis dit, tiens, en termes de tram, de développement, Zurich, ils s'en sortent pas mal, je me suis dit. Et je me demandais si dans vos 4 domaines différents, il y a ce côté collaboration entre cantons, ou est-ce qu'il y a plus ce côté concurrence de qui sera le meilleur? Et si vous avez eu l'occasion de travailler avec les différents cantons qui au fond ont une place complètement différente. Si on regarde Genève qui est lac, rivière, voilà, Fribourg qui est beaucoup plus petit, est-ce que cette collaboration peut apporter quelque chose, ou est-ce que c'est plus chacun pour soi? Merci. Vous voulez les deux débuter? Greta Baliou, puis ensuite Enrico Stongo. Diversité culturelle, j'étais frappée pendant ce projet parce qu'en Suisse, le projet pour lequel je vous parle, il incluait la ville de Fribourg, la ville de Genève et Bergame en Italie. Et entre Fribourg et Genève, il n'y avait aucune collaboration. Et à Bergame, il me disait, mais cette fois-ci, on va inviter Trieste, on va inviter Milan pour pouvoir collaborer avec eux, ajouter. Donc, j'étais très étonnée. Et à part ça, il y avait autre chose qui me frappait, c'est qu'entre les quartiers, il n'y a aucun projet, ni pour les jeunes, ni pour les personnes âgées. Donc, entre Ganzé et Villars-Vert, il n'y a qu'un petit chemin, mais ce chemin ne se fait jamais ni de l'un côté ni de l'autre. Donc, il me semble aussi qu'on doit extrêmement travailler dans ces questions d'interaction entre quartiers, entre cantons, mais aussi entre services. Par exemple, le service de la culture ne se sont pas du tout impliqués s'il y a des artistes migrants qui voudront faire une activité. Ils disent « Ah non, ça c'est le social, ce n'est pas la culture ». Donc, il me semble que pour réaliser certains objectifs de développement durable, on doit aussi penser à ces collaborations, à ces interactions entre cantons et entre services. Enrico Stongo, alors le Ganzé et Villars-Vert ne discutent que si peu. Oui, alors moi je ne fais pas partie de ces associations. C'est un peu regrettable, ça c'est vrai, s'ils ne parlent pas entre eux. Mais peut-être pour ma profession, peut-être répondre d'abord, moi j'ai des étroits contacts évidemment au niveau des services techniques
on se partage beaucoup parce qu'on n'est pas en concurrence. On n'est pas une entreprise qui doit vendre un produit et puis être mieux et moins cher que le concurrent. Nous, on produit par exemple, je sais pas, la ville de Sion, qui souffre beaucoup plus encore des îlots de chaleur que la ville de Fribourg. Ils ont déjà pris un pas énorme en avant par rapport à ces questions d'îlots de chaleur. Alors, au lieu de réinventer pour Fribourg les questions d'îlots de chaleur, nous avons tout de suite contacté nos collègues urbanistes. On est allé voir avec le service, on était invités pour voir comment ils font. Cette année, nous avons fait une visite super intéressante à Meyrin. Meyrin, c'est la ville qui porte le prix Wacker de cette année. Et c'est très, très intéressant comme ils ont construit ces quartiers, ces nouveaux quartiers, les espaces publics et les coopératives qui gèrent et qui entretiennent et qui créent ce lien social et ces échanges. Et puis, en même temps, ça nous donne des idées, ça nous donne aussi des références après. Et ça, je trouve, pour notre culture ici à Fribourg, c'est important d'aller voir ailleurs. Et en même temps, on peut aussi être un peu fier parce que certaines choses, on constate, ah, mais nous, on fait bien. Et puis, c'est peut-être les autres qui viennent vers nous. Grünstadt Zürich, hein, donc les jardiniers de la ville de Zurich, appelés les jardiniers de la ville de Fribourg, pour voir comment nous on fait. Hein. Donc, notre programme nature et paysage est peut-être intéressant même pour une ville comme Zurich. Alors, ces échanges au niveau technique, je trouve, ils fonctionnent très très bien. Au niveau cantonal, j'imagine, c'est un peu la même chose. Je n'arrive pas à juger, mais ce qui me préoccupe un peu, c'est cette question de comment on peut introduire aussi ces gens d'une autre langue, qui ont peut-être peur de participer. C'est ce que vous avez expliqué avant, par les associations des Italiens ou des Portugais qui ne se sont pas légitimes, mais pourtant ils vivent aussi. Donc la rue Pierre-Épis, c'était peut-être un peu, vous allez dire, un exemple facile parce que c'était vraiment des Fribourgeois, hein, mais peut-être dans ces quartiers, il faudrait trouver des moyens avec des associations peut-être sociales ou aussi de langue qui permet de traduire et de les introduire également. Merci. Sur l'échange de pratiques dans vos domaines respectifs, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là, vu que la question s'adressait à tous les domaines? Bon, du point de vue institutionnel, on sait que l'aménagement du territoire est du ressort des cantons, et on sait que les cantons ont donné beaucoup de compétences à leurs communes. Et on sait que quand la Confédération essaye d'initier des choses d'ampleur un peu plus large, par exemple, il y a quelques années, sous la forme d'un projet de territoire suisse qui essayait de discriminer en Suisse, discriminer pour un juriste, c'est pas forcément négatif, de distinguer en Suisse des espaces d'agglomération, 4 agglomérations. Il y a eu une très forte réaction des cantons à cela. Les cantons doivent collaborer entre eux un petit peu par le biais de la coordination entre leurs plans directeurs. Mais sinon, c'est vrai que les espaces politiques sont très clos, hein, mais il y a de la beauté à ça, c'est lié à la délibération, à la démocratie, etc. Et ça a pour conséquence que les espaces géographiques, architecturaux, urbanistiques sont parfois pas pensés à la bonne échelle. Mais parmi les professionnels de la construction, la méthode, c'est la comparaison, c'est l'étude de cas, et là, il n'y a pas de frontières. Hein. Et c'est sûr que de ce point de vue-là, Zurich, c'est une source d'exemples infinie. Impressionnant. Il faut dire qu'il y a des moyens financiers qui sont quand même colossaux, et cantonaux et fédéraux injectés dans ce canton. Mais il y a aussi une culture, une conscience qu'on est une ville, et une ambition d'être une ville, et une importance accordée aux édiles qui s'occupent d'urbanisme et d'architecture dans cette ville, beaucoup plus importante qu'en Suisse romande en général. Hein. La fonction de Stadtbaumeister à Zurich, c'est quelque chose
d'éminent depuis des siècles. Oui, et puis je pense dans notre société à Fribourg, c'est ce que vous avez dit tout au début, on est encore un peu à cheval entre la campagne et la ville. Et j'ai exercé mon métier dans le canton de Berne et c'était plus facile parce que j'étais à Langenthal, il y avait Burgdorf, il y avait Thun, il y avait Bienne, il y avait Berne, il y avait des villes qui se sont mises ensemble aussi pour discuter et renforcer cet aspect urbain qui est important pour un canton et qui est important pour une communauté, pour des citoyens dans un canton. Et ce n'est pas en concurrence ou en contraste, mais c'est en collaboration avec la campagne. La campagne, elle profite d'une ville et la ville profite de la campagne. Et cet esprit-là, je le sens pas encore à Fribourg, dans le canton de Fribourg. J'ai l'impression, en canton de Fribourg, on est fier d'être agricole. J'ai rien contre ça. C'est même très bien, probablement pour nos avenirs avec le changement climatique. Ça peut être une source incroyable. Mais il y a une méfiance contre la ville de Fribourg que des fois je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre parce qu'on est complémentaires. Merci beaucoup. Puis quand vous parliez du canton de Fribourg et puis quelqu'un parlait de Copenhague, il me semble que le Conseil d'État était parti il y a 4 ou 5 ans faire un voyage à Copenhague pour s'inspirer des bonnes pratiques. Alors je ne sais pas comment ça s'est concrétisé ensuite dans la politique cantonale, si c'était une stratégie climat ou mobilité, mais ça a existé. Bref, je t'en prie Farida, madame s'il vous plaît. Bonjour. Je fais partie d'une coopérative d'habitants qui n'a pas d'objet, voilà, parce qu'on cherche depuis un moment, c'est LIFE, la coopérative LIFE. Et on a fait des visites à Lausanne, à Genève, voilà, à Zurich, en Suisse allemande, il y en a beaucoup aussi. Et puis à Fribourg, on sent que c'est vraiment qu'il y a beaucoup de résistance et qu'on a de la peine à avancer. On a essayé pas mal de choses, mais on sait que la coopérative d'habitants est intéressante sur le plan de l'écologie, de l'économie, et puis socialement aussi, bien sûr. Et on ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas. On va à la ville, au canton, on demande... On a besoin d'aide. Si on veut créer une coopérative, il y a besoin d'une aide. Et on ne sait plus comment faire. Donc, au bout d'un moment, on se décourage aussi. Pourtant, on est un groupe motivé. Il y a des horizons différents. On est prêt à ouvrir à plusieurs choses, mais on sent que c'est dur. Et si quelqu'un peut nous donner un conseil pour avancer, pour aller plus loin, alors pour bien volontiers. comprendre, vous êtes à la recherche d'une aide financière, d'un bien immobilier pour vivre. C'est quoi que vous chercheriez? Pas une aide financière. Le concept, de toute façon, il y a besoin d'une participation de la commune ou du canton. Mais ça, il y a l'ARMO, puis il y a des organisations aussi qui existent. Mais il y a besoin de la volonté politique de créer un centre comme ça où il y a une participation des gens et où il y a aussi des personnes différentes. On parle de l'aspect social, mais que ce ne soit pas quelque chose de luxueux non plus, même si certains, peut-être la coopérative, pourraient... Mais non, ce n'est pas notre idée. Notre idée, c'est de faire un lieu social aussi, mais avec des espaces limités, enfin, comme une coopérative. Et puis, c'est une utilité publique, la coopérative. Donc, on peut avoir d'ailleurs un soutien pour une coopérative que si on respecte certaines règles. D'accord. Voilà. Alors, je demande un à bon tout conseil le monde. ou un tuyau. Quelqu'un en a? Alors, je peux commencer. Oui, alors la solution est très simple, madame. Tous les villes que vous avez citées, ils ont dans leur loi, dans leur règlement, un article qui oblige à la coopérative. Alors c'est une forme ou une autre,
Mais vous citez la ville de Zurich. La ville de Zurich, c'est 30% coopérative. Et ça, depuis très longtemps. Et puis, ils arrivent pratiquement maintenant au constat qu'ils remplissent ce qui était au début peut-être une directive et qui est maintenant dans la loi. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils ont 30%, je crois qu'ils sont à 28 ou quelque chose comme ça, % de logements en coopératif. Sur tout le parc immobilier, sur tous les logements à Zurich. Vous citez Genève, c'est dans la loi. Vous citez Berne, c'est dans la loi. Vous citez, je crois, Lausanne, il me semble, c'est aussi dans la loi. À Fribourg, il manque la base légale. Donc, moi, à votre place, la première source d'inspiration, c'est quelle est la loi où le règlement à introduire permet d'aller vers les coopératives. Parce que la volonté politique, elle ne manque pas. Où Fribourg, la ville, souffre, c'est, contrairement peut-être à Berne ou à Zurich pour comparer, on a très peu de terrains qui appartiennent à la ville et qui ne sont pas construits. Il n'y a presque pas de terrain en ville de Fribourg qui appartient à la ville. Donc le conseil communal, même si c'est sa volonté, il n'a pas le bras levier pour soutenir cet engagement parce qu'il lui manque le terrain et puis il lui manque un article dans la loi. Et ça ne doit pas être forcément dans le règlement de la construction et de l'urbanisme. Ce n'est pas forcément le RCU qui répond à cette question. Ça peut aussi être dans un règlement de la ville. Et je trouve ça, c'est le premier pas. Et si la ville elle a une loi, ça permet d'aller dans cette direction. Puis après, on peut encore parler de qu'est-ce que c'est une coopérative à Fribourg. Et là aussi, le conseil communal a amené maintenant une stratégie, il veut développer une stratégie de logement. Et on est en phase de constater, on a analysé. Et l'analyse fait que la démographie à Fribourg, elle est très intéressante, la pyramide démographique. C'est que les personnes de 30 ans, on va dire, à 55, à 60 ans, ils quittent la ville. Pourquoi ils quittent la ville? Parce que dans ces communes, pas dans la ceinture d'agglomération, mais un peu plus loin, Alterswil ou Plafaillon ou je ne sais pas, direction Gruyère, etc., Broye, vous avez encore énormément de communes avec énormément de surfaces à bâtir qui sont relativement bon marché. Parce qu'une coopérative, elle fonctionne à Zurich très bien. Pourquoi? Parce que vous ne trouvez pas de logement. Donc il y a aussi un besoin énorme. À Genève, pourquoi les coopératives marchent tellement bien? Il n'y a pas de logement. À Fribourg, il y a encore beaucoup pour bon marché. Et c'est ça qui est dommage. Et le bon marché, ça se voit après dans le paysage, ça se voit après dans l'aménagement du territoire. Merci beaucoup. Un ajout encore avant? Oui, volontiers. Et peut-être savoir aussi avec la conscience de ville, qu'on a parlé, qui manque un peu à Fribourg, qu'on soit d'accord de quitter la ville de Fribourg pour aller habiter dans un bled, appelons-le, il manque la conscience de ce qu'on a en ville pour le faire. Et puis pour dire, cet article à Berne, il a passé il y a 5 ans. Il n'est pas vieux. J'entends encore, on a hurlé qu'il y a le communisme maintenant, qui va entrer dans la ville de Berne, avec les 30% de logements bon marché et coopératives. Alors, si vous voulez vous entrez dans la bataille, vous serez traité de Lénine, je pense. Merci pour vos réponses. On va vous donner la parole, pardon. Oui, bonjour. Je fais partie des parents qui sont aussi très préoccupés par le changement climatique.
Et ma question, en fait, c'était par rapport avec... justement, c'est les enfants qui vont pouvoir changer les problèmes, en espérant. Et est-ce que c'est envisagé dans la ville de mettre plus des circuits pédagogiques, comment dire, dans les parcs ouverts, dans les espaces ouverts, parce que dans le centre-ville, il y a peu des parcs, et je trouve justement que peut-être ce sera quelque chose important en fait de mettre des circuits, de montrer la biodiversité à nos enfants, voilà, que ce soit pédagogique. Ouais. Merci. Est-ce que c'est une discussion qu'il y a au sein de la ville de Fribourg, des circuits pédagogiques pour pouvoir expliquer aux enfants les enjeux, les défis climatiques? Ça existe déjà, je crois, je ne suis pas sûr. Oui, ça existe déjà. Il me semble qu'on avait juste au moment... moi, je suis là depuis 2019. Et je crois, autour de 2019, la ville, elle avait un programme où, avec des petits panneaux, on expliquait ce qui est la nature en ville. Et puis, vous avez trouvé à plusieurs endroits des petits panneaux qui expliquaient... il me semble aussi qu'il y avait une fois un projet avec le jardin botanique qui permettait de parcourir certains endroits avec des explications. Et le côté éducatif fait partie maintenant d'un nouveau programme que la ville que vous avez pu lire il y a une semaine, je crois, ou 2 semaines, dans les journaux. C'est ce programme Nature et Paysage où une mesure est aussi celle de la communication sur la nature en ville. Et là, ça sera encore à développer comment exactement, mais ça pourrait être une piste intéressante, j'ai entendu. Merci. Qui c'est qui aimerait encore prendre la parole? Je vois madame et... Ouais, alors on va encore prendre volontiers, comme on est à 5 minutes gentiment de la fin, alors on n'est pas à la minute près, mais on peut peut-être encore entendre ces 2 dernières personnes, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je suis une japonaise, voilà, et j'habite Châtel-Saint-Denis. C'est pas des villes de Fribourg, mais comment? Châtel-Saint-Denis, c'est limite de canton de Vaud et Fribourg. Vous savez, des derniers 40 ans, comme Châtel, c'est-à-dire des villes de campagne, qui étaient énormément, développées. C'est la ville, des communes qui demandent. Vous savez, quand on est habité au début, c'était 3 000 habitants. Et maintenant, 8 000. Et ils vont faire 10 000. Mais quand on est bien regardé, ils n'ont même pas de plan global d'urbanisme. Vous savez, chaque quartier, soit financier, soit immobilier, qui construit un certain immobilier. Vous savez, ça c'est très choquant pour moi. Et dernièrement, justement, à la Châtel, à TPF, ils ont changé des places. Et en Shanghai, il est resté maintenant en Shanghai comme bâtiment patrimoine. Et en face, de toute façon, ces chemins de fer, ils sont tous enlevés. Les grandes places, mais en face, Châtel et l'école primaire, c'était à la classe, il y a plusieurs endroits. C'était l'époque des paysans. Il ne faut pas avoir tout le monde de voiture. Donc, je comprends, mes enfants, j'ai emmené à gauche et à droite. Et actuellement, l'autre, ce qui est fermé, et ils ont construit l'école primaire. D'accord? Mais, comme les populations augmentent, il n'y a pas assez d'écoles, de classes. Vous savez, automatiquement ça. Et comment ça s'appelle, le moment quand on est enlevé des chemins de fer, il y a une grande place maintenant vide. J'ai demandé au conseil communal, vous faites quelque chose pour l'école, parce que l'école, ils ont construit même pas de place de jeu pour les enfants, pour les petits-enfants. Vous ne vous rendez pas compte, les enfants des petits-enfants qui n'ont pas de place de jeu, et parents qui amènent les enfants en voiture, c'est interdit.
pour parquer beaucoup, beaucoup plus loin. Vous savez, c'est pas comment. J'ai demandé aux communes, il fait quelque chose maintenant. Oui, mais c'était comme un terrain qui appartenait à TPF, c'est-à-dire Transport public fribourgeois. Donc, ce n'est pas de commune qui a intervenu. Mais mon mari m'a dit que ce terrain appartenait, c'est-à-dire TPF, c'est un intérêt public. Vous savez, comment ça s'appelle? Mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais après, j'ai discuté, après 2 semaines, la commune m'a téléphoné que, entre guillemets, quelques années gardé comme terrain, il est plat et place de un peu animation. Mais ils ont fait en même temps à 4 panneaux pour l'explication à futur, qu'est-ce qu'ils vont faire cette place. Vous savez, 3 lignes d'immeubles, plus haut que l'école. Vous savez, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Alors que vous auriez souhaité une place de jeu à la place de ces 3 Voilà, immeubles. c'est tout des blocs d'appartements, magasins qui viennent. Les enfants, c'est quoi? Quand une fois construit, il y a 20 ans, les bâtiments sont là, les enfants, ils sont fermés dedans. Et vous savez, maintenant, les enfants, tous les enfants avec des téléphones portables, des informatiques, tout ça, c'est tous individuels. Il n'y a pas de communication. Même école qui était déjà pas de place de jeu, ils ne sont pas amusés. Fait quoi? Et cette école, elle est juste à côté de la gare, tout près de la gare. Hein. Est-ce que là, ça s'explique peut-être, je ne sais pas, par la question de la densification ou de la loi de l'aménagement sur le territoire qui demande... Mais densification, oui, densification, c'est qu'est-ce que c'est? Hein, vous savez, comment ça s'appelle, architecte de Corbusier, c'est un Suisse, hein, c'est ce qui a commencé il y a une nouvelle génération. Moi, je sais aussi, j'ai étudié il y a 50 ans en arrière, au Japon, j'ai étudié architecte. Nous a dit, identification, c'est qu'est-ce que c'est? On construit des hauteurs, mais autour, il y a place verte, des arbres plantés. Mais ce n'est pas actuellement, ce n'était pas ça. Bâtiment, en face à bâtiment, c'est à la fenêtre, notre bâtiment. Alors, si vous le voulez bien, on va soumettre ce cas, si quelqu'un peut réagir sur ce que vous partagez là. Oui, mais ce n'est pas seulement école qui vient ça comme ça. Mais futur, les enfants, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous savez, les enfants, ils ont besoin de comment ça s'appelle, fouler, amuser, bouger, courir. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire maintenant? S'il vous plaît, aidez-moi. Bon. Vous leur donnez des missions impossibles entre la coopérative, le centre de Châtel-Saint-Denis. Merci beaucoup. On va voir, je ne sais pas, la question que vous partagez, d'avoir beaucoup d'immeubles, peu d'espace vert à Châtel-Saint-Denis, qui était un village de 3000 habitants, qui est désormais une ville de bientôt 10 000 habitants. Est-ce qu'on explique ça par la loi sur l'aménagement du territoire? Est-ce que c'est un développement... Non, on explique cette crise de croissance par la pression immobilière qui s'exerce à Châtel-Saint-Denis et qui se reporte depuis la Riviera. Les gens n'arrivent plus à se loger à des conditions qui leur sont accessibles sur la Riviera et donc viennent à Châtel-Saint-Denis. Je n'ai pas de solution pour Châtel-Saint-Denis. D'ailleurs, je ne sais pas si la situation est aussi problématique que vous le dites, si ce n'est de déléguer M. Schlongo d'urgence pour s'occuper de Châtel-Saint-Denis. Mais j'aimerais saisir l'occasion de votre intervention pour relever que dans le canton de Fribourg, à ce jour, et c'est un cas unique en Suisse à part à Soleure, les plans d'aménagement ne sont pas des objets démocratiques. La population fribourgeoise ne vote pas sur les plans d'affectation. Et donc, vous êtes une citoyenne qui pouvait avoir des idées sur la manière dont ça pourrait se passer, mais vous ne pouvez pas exercer votre influence infinitésimale, mais influence qu'on appelle le vote. Alors on me dit que c'est en train de changer, mais il y a quelque chose d'étonnant à ça. Pour ce qui est des parcs publics, c'est très illustratif de Fribourg. La campagne, le vert, c'est en campagne, c'est dehors, vous voyez. Il faut une certaine culture urbaine pour dire construire la ville, c'est aussi construire des parcs. On n'aura pas immédiatement la solution encore sur cette question. Je propose qu'on prenne encore une dernière question. Je cherche Farida. Oui. Juste une petite question. J'ai vu que la ville de Fribourg a fait une opération pour éliminer les mégots il n'y a pas longtemps. Il y a eu des grandes affiches. Les mégots de cigarettes. Oui, les mégots. Ouais. À Genève, c'était il y a 3-4 ans. Ils ont mis des trucs.
ils remplissaient. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme lutter contre la fumée. On met des campagnes, mais c'est pas beaucoup efficace. Ça rentre dans l'urbanisme, ça? Merci. Alors, je ne sais pas si on trouvera une réponse à cette dernière question. La campagne pour lutter contre les mégots de cigarettes, lancée 3-4 ans, vous dites, hein, par la ville de Fribourg, il y a 3-4 ans. Ah, qui est là en cours. Est-ce qu'elle... Est-ce que ça fonctionne? Bon, il y a une amende désormais, je crois, si on jette un mégot par terre, ça depuis quelques années. Je ne sais pas comment elle est appliquée. Est-ce qu'il y a un élément de réponse par rapport à cette campagne-là et de la propreté, notamment des mégots de cigarettes au cœur de la ville de Fribourg? Je ne peux pas vous répondre, malheureusement. Alors, nous, on traite beaucoup de questions au service d'urbanisme et architecture, mais pas les cigarettes. À ma connaissance, en tout cas, ce thème-là n'a été encore pas... et n'est pas arrivé dans mon service. Alors, c'est très bien possible que c'est peut-être... le service de police locale et mobilité qui s'est occupé de ça. Je pourrais imaginer, mais je ne connais pas le sujet et c'est pour ça que je ne peux pas m'exprimer. Par contre, j'aimerais encore peut-être finir sur une observation que je trouve intéressante et qui touche l'aménagement du territoire. Et ce que Madame dit. Parce que les villes ou les communes où la croissance va trop vite, c'est pour moi un souci parce que le temps, l'histoire de la ville est très très important pour la société. Une ville doit se développer dans le temps. Et quand le temps est tellement raccourci qu'en espèce de 5-10 ans, la ville, elle double ou elle triple, c'est souvent que les projets ont été trop vite. Alors maintenant, vous allez rigoler parce qu'il y a certaines PAD ou le PAL qui traînent. mais des fois, c'est sain. Parce que vous avez des fois des projets qui ne se réalisent pas parce qu'ils sont faux. Là, ici, juste là, devant, il y avait une tour une fois, un projet de tour à Fribourg, à côté de l'ancienne gare. C'est tout simplement un projet qui date d'une autre époque et qui est aujourd'hui faux. Et le propriétaire ou le promoteur a compris ça, et je trouve ça intéressant. C'est lui-même, il a compris et il a dit on ne va pas le réaliser. On va entrer dans une nouvelle perspective plus contemporaine, plus actuelle. Et ce temps manque dans des communes qui croissent trop vite. Et quand j'ai visité Châtel-Saint-Denis l'année passée, j'ai un peu eu peur dans ce sens où j'ai l'impression que ça allait presque trop vite. Voilà. Et pour moi, il y a un autre mot que j'aimerais finir là-dessus. Je trouve il y a des cantons qui parlent de densifier et il y a des cantons qui ont interdit ce mot densifier. Ils parlent de développement vers l'intérieur, donc c'est très compliqué, hein, c'est plus long, mais c'est une autre approche. Quand vous développez le terrain vers l'intérieur, nach innen entwickeln, en allemand c'est pas mieux, mais pour dire que il y a une conscience de ce qu'on veut faire. Tandis que le mot densifier, en allemand verdichten, c'est unidirectionnel. Vous remplissez un sac, vous pompez jusqu'à ce qu'il explose. Et moi, je n'aime pas cette image. Voilà. Donc pour moi, j'ai souhaité que dans mon service, où on ne parle plus de densifier, on parle de développer vers l'intérieur. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi d'avoir pris le temps aussi d'échanger ce soir, à vous toutes et tous, à nos 4 expertes et experts ou chercheurs ou professeurs d'être là pour ce premier café scientifique. Et puis, je passe le mot de la fin à toi, Farida. Merci, Pierre Meyer, rédacteur en chef à Radio Fribourg, pour cette modération. Merci à nos invités pour cette passionnante discussion. J'ai appris beaucoup.
Je ne construis pas d'immeubles, je ne construis pas de ville, mais je place les fondations pour ces discussions. Et je vous remercie parce que vous avez planté des belles graines dans le béton ce soir. Je pense que ça va fleurir. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Je souhaite que toute la série des cafés scientifiques de cette année soit aussi animée que celle de ce soir. Donc n'hésitez pas à revenir. Le prochain café aura lieu le 19 octobre. On change toujours complètement de sujet d'un mois à l'autre. On parlera donc de médecine intégrative et on se demandera quoi de neuf, docteur ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la médecine dite classique et puis les médecines alternatives? Comment est-ce qu'elles collaborent? Comment est-ce qu'on réinvente un petit peu les approches médicales? Et puis pour ne pas quitter la discussion de ce soir, nous vous invitons à poursuivre soit avec nos invités, soit entre vous. On va vous servir de petites choses à grignoter juste à gauche en sortant de la salle. Et puis les serveurs passeront. Donc si vous voulez commander à boire, n'hésitez pas à nous rejoindre et à poursuivre cette discussion de manière plus informelle. Merci à vous, merci Pierre et merci à vous pour cette discussion. Bonne soirée.